Bonjour à tous et bienvenue dans l'invité de la semaine. Une nouvelle semaine, un nouvel épisode aujourd'hui avec un invité politique aujourd'hui. Mais vous le savez, chaque semaine sur Cannes Les Reims Télé, nous recevons des invités économiques, associatifs, culturels. Et aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Thomas de Pariante. Bonjour Thomas. Bonjour. Alors Thomas, est-ce que vous pouvez vous présenter ? Avec plaisir, donc Thomas de Pariante, j'ai 52 ans, je suis entrepreneur dans le numérique et la santé, c'est pour la partie professionnelle, et de l'autre, je suis adjoint au maire de Cannes, David Lisnard, depuis son élection en 2014, et mes délégations sont celles du tourisme, de l'événementiel, des relations internationales et des casinos. Alors on va faire un petit bond en arrière et savoir comment vous êtes arrivé là aujourd'hui. Vous êtes entrepreneur depuis combien de temps ? Qu'est-ce que vous avez fait comme études ? Comment vous en êtes arrivé là ? Alors j'ai un parcours très académique initialement, puisque j'étais étudiant et thésard en économie, me partageant entre Paris et Cannes et Nice en l'occurrence à l'époque. Donc des études d'économie, et je suis devenu enseignant en sciences économiques à l'université et en classe préparatoire à HEC à l'Institut Stanislas de Cannes. Ça c'est les années 90, et puis finalement tous les 10 ans il y a eu une évolution ou un changement de parcours. Donc ce parcours d'enseignant est très académique dans les années 90 en sciences économiques, puis l'ouverture d'un bureau d'études économiques qui m'était propre dans les années 2000, en faisant beaucoup de diagnostics économiques territoriaux et sociaux pour beaucoup de collectivités publiques, mais également beaucoup de travail sur le modèle économique de médias, et également dans le domaine du sport professionnel. Et puis, à la demande d'un ami, Cédric Messina, au début des années 2010, il m'a demandé de le rejoindre donc, pour créer et développer une start-up dans le domaine du sport qui s'appelle MyCoach, et qui est devenue, je crois, une assez belle structure qui numérise le sport amateur et professionnel en France et maintenant également à l'étranger. Et à partir de ce travail-là, et 11 années de gros boulot véritablement pour créer un marché, pour apporter des solutions numériques de très très grande qualité, nous avons développé un ensemble de joint ventures, dont une que je trouve assez extraordinaire, avec Université Côte d'Azur, avec le CHU de Nice et MyCoach donc, pour créer une société dans le domaine du numérique certes, mais qui traite de thérapie sportive et qui se substitue au traitement médicamenteux pour l'optimisation de la forme physique des patients. D'accord, donc c'est quand même très précis et à la fois ça s'adresse à un grand nombre puisque c'est quand même le monde du football, donc c'est quand même assez vaste. Alors initialement, MyCoach était dans le domaine du football, maintenant ça couvre 20 disciplines sportives. Ah oui, d'accord. Et en couvrant des équipes de France, des clubs très très prestigieux, les plus connus en France mais également à l'étranger. Et partant justement d'un vrai savoir-faire dans le domaine sportif, on a voulu l'adapter à monsieur et madame tout le monde et notamment aux patients. Et on travaille donc avec le CHU de Nice et maintenant beaucoup d'autres CHU en France jusqu'à l'Institut Curie en cancérologie, en gériatrie et en rhumatologie. D'accord, ok. Donc une petite spécialisation sur le côté de la santé du coup. Exactement, par l'activité physique adaptée, hyper individualisée, ce qui change tout par rapport à l'existant. Hyper adapté du coup à chaque personne. Exactement, et en temps réel. Ok. On va revenir du coup quand même sur ce rôle d'élu quand même, qui est un rôle important avec des délégations importantes pour une ville comme Cannes notamment. Est-ce que vous pouvez nous décrire un petit peu, c'est quoi le rôle d'un élu au quotidien, justement, comme vous, qui c'est pas un métier à temps plein, vous avez un métier à côté. Comment ça se passe ? C'est quoi la journée type d'un élu ? Alors effectivement, élu n'est pas un métier. À la base, un élu, c'est un coéquipier. Lorsqu'un maire est élu, et au cas particulier de David Lisnard, c'était en 2014, au moment où nous avons été 48 à le rejoindre pour une liste de 49 élus, eh bien, nous sommes véritablement des coéquipiers. Et notre rôle, derrière un leader, David Lisnard donc, est de permettre l'exécution et le suivi d'une feuille de route. D'une feuille de route qui est un programme, et nous rendons des comptes par rapport à ce à quoi nous nous sommes engagés. Et vraiment, l'élu est de faire en sorte que dans les délégations qui lui ont été fournies, le but est de faire que tout ce qui a été prévu et annoncé soit exécuté. Et puis, par-delà le fait d'exécuter et de suivre une feuille de route, il y a un travail de conception qui est permanent, conception de projets, conception d'idées, dans le but toujours d'améliorer le bien-être collectif. C'est véritablement notre mission. Alors, une journée type, il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Effectivement, être élu, ce n'est pas un métier. Donc d'abord, il y a, et avant tout, je dirais prioritairement, il y a la vie professionnelle. Et ensuite, c'est une question d'organisation. Parce que c'est vrai qu'étant adjoint au maire, en fait, on a des délégations et un pouvoir de signature dans nos domaines et nos attributions respectives qui font qu'on doit être assez présent. Donc c'est une organisation, tôt le matin, tard le soir, heure du déjeuner. Et puis, avec l'évolution engendrée par le Covid, des choses ont changé. Des choses ont changé, c'est-à-dire que le télétravail en particulier s'est vraiment développé. Et
au cas particulier, ça m'a beaucoup aidé. Ça m'a beaucoup aidé parce que je ne suis pas tenu d'aller à Nice où est mon bureau tous les jours et ça me permet d'économiser du temps de trajet et en travaillant depuis Cannes, je me rends un peu plus disponible à des heures et à des créneaux horaires un peu plus élargis qui me permet, je crois, d'être très réactif et j'espère le plus efficace possible. Très présent sur le terrain aussi. Alors là aussi, ça fait partie de la mission de l'élu et de l'adjoint qui est non seulement d'exécuter, je le disais, de veiller au suivi du programme, mais également d'être très présent auprès des socioprofessionnels et des personnes et des institutions qui sont liées à vos délégations. Lorsqu'on est élu au tourisme, à l'événementiel, il s'agit d'être une véritable courroie de transmission, je crois, avec tous les socioprofessionnels de la filière événementielle et touristique, et ils sont très nombreux, les hôteliers, les restaurateurs, les plagistes, les taxis, les agences d'événementiel, il y a toute une galaxie de métiers, ils sont très très nombreux, et on parle de 14 000 emplois déjà dans le bassin cannois et à Cannes plus spécifiquement liés à ces métiers. Donc le but est vraiment d'être une espèce de courroie de transmission, un transmetteur donc, mais également d'être sur le terrain en termes de représentation, en termes d'explication de ce qui est fait. On n'est jamais tout seul et la spécificité de Cannes, justement, c'est véritablement de travailler de manière collective. Institutions, municipalité, communauté d'agglomération, État, pour tout ce qui procède de la sécurité notamment, mais également avec les socioprofessionnels. C'est ça le boulot au quotidien et pour le reste, oui, c'est la conception et l'exécution de projets. C'est déjà pas mal quand même. Ça prend du temps, mais c'est un bonheur. C'est véritablement un bonheur de le faire. Alors justement, on va parler tourisme, on va parler congrès. Justement, Cannes a été élue meilleure destination pour les congrès en 2022. On est en lice pour 2023 du coup. C'est quoi le rôle d'un élu? Quelles sont les actions de la ville de Cannes et de vous en tant qu'élu justement pour conserver cette place-là et pour essayer de continuer de faire vivre Cannes toute l'année au gré des congrès qu'on voit se défiler tout au long de l'année? Quelles sont les actions mises en place? Alors déjà, c'est exactement ça. En 2021, Cannes a été désignée meilleure destination en Europe pour l'organisation des événements et des festivals par les World Travel Awards, qui sont l'équivalent des Oscars ou de la Palme d'Or du tourisme. Et en 2022, pour la toute première fois, une ville française a été, dans ce critère-là, désignée meilleure destination au monde et il s'est agi de Cannes. Effectivement, nous sommes en lice pour conserver ce titre. Alors, j'ai envie de dire que ça, c'est le miroir d'une action. Et l'action, elle est que il faut contribuer et continuer à développer ce qui fonde la particularité cannoise en matière de tourisme. Il y a deux catégories de tourisme. Le tourisme de loisirs, qui est... je veux dire qu'il y a bientôt 2 siècles d'existence à Cannes, en tout cas plus de 150 ans, ce qui est extraordinaire et qui désigne un véritable savoir-faire, mais également le tourisme d'affaires, le MICE, qui est ultra présent à la faveur de 62 événements professionnels majeurs organisés par l'entité à qui est déléguée la responsabilité du tourisme, qui est la CEMEC, Société d'économie mixte des événements cannois, c'est-à-dire le Palais des festivals et des congrès. 62 événements professionnels donc, il y en avait une cinquantaine en 2019, signifiant que nous cherchons à faire que le tourisme professionnel et d'affaires se renforce tout au long de l'année. C'est la stratégie 12-12 du Palais des festivals et des congrès. Pourquoi cette stratégie? Parce que cela alimente tout un circuit économique. Il faut voir l'activité du Palais en soi et l'accueil notamment de ces manifestations. Et je tiens à rappeler qu'il y a 10 manifestations leaders mondiaux dans ces 62 événements professionnels, le MIPIM, Festival de Cannes bien évidemment, on pourrait parler du Tax Free qui va bientôt commencer, Cannes Yachting Festival en septembre précisément, donc des manifestations d'importance, certes pour le Palais des Festivals et des Congrès, avec un chiffre d'affaires qui n'a jamais été aussi élevé, à la faveur du boulot énorme accompli par sa présidence, sa direction et ses équipes, mais il faut avoir en tête que tout ceci permet de rejaillir sur l'ensemble de l'économie locale et donc ça permet de rejaillir sur l'emploi, ça permet de rejaillir sur le bien-être individuel, social, collectif dans l'agglomération. Typiquement, si je vous dis qu'il y a un peu plus de 45 millions d'euros de chiffre d'affaires du Palais des Festivals et des Congrès, ce chiffre a une valeur, mais il faut surtout voir que par-delà ceci, il y a un effet multiplicateur d'à peu près 21, ce qui fait qu'il y a plus de 850 millions d'euros de retombées économiques directes, indirectes et induites générées par l'activité du palais. Et le but, c'est qu'il n'y ait pas d'effet de yo-yo, c'est qu'il y ait un lissage sur toute l'année et que chaque mois présente
des manifestations professionnelles d'ampleur qui vont contribuer à la prospérité du bassin de vie. C'est véritablement ça l'objectif. Alors il y a des mois qui sont plus difficiles à remplir que d'autres, c'est typiquement le mois de janvier, le mois de février, c'est toute la stratégie qui est en place, qui est une stratégie de conquête, qui est une stratégie de transformation ou d'incubation. Prenez le Midem qui s'essoufflait, qui est le marché de l'industrie du disque et de l'édition musicale, qui a quand même été créé de mémoire en 1967, et que la ville a repris à son compte, en achetant même le nom Midem et en créant un Midem Plus, un Midem Web 3.0, où tout le futur de l'industrie musicale est parfaitement développé, conçu avec tous les grands professionnels du secteur. Et ça, c'est une façon de redynamiser un secteur. De la même façon, il s'agit de concevoir des marchés professionnels sur des thématiques dont on pressent qu'elles seront durablement importantes. Je pense à l'intelligence artificielle, je pense au gaming, je pense à la silver economy. Il y a tout ce travail qui est en place pour donc incuber de nouveaux événements et voir la façon dont on va les faire grandir, là aussi pour la prospérité de la ville. Et puis, il y a un travail de conquête, c'est répondre à des appels d'offres, et le Palais a souvent de bonnes nouvelles à diffuser. Et puis, il y a des effets d'aubaine. Un effet d'aubaine, lorsqu'un palais des festivals et des congrès change de qualification à proximité, il importe de venir récupérer, si nous en sommes capables, les événements qui s'y produisaient. Je pense au congrès des ORL au mois de février. Eh bien, Cannes, typiquement, a réussi à satisfaire notamment des médecins, et les congrès médicaux étaient plutôt rares à Cannes, et c'est aujourd'hui un nouveau pan de spécialisation. L'innovation. L'innovation, exactement. L'innovation, sentir les grandes évolutions qui sont au cœur de l'économie, au cœur de la société, pour pouvoir accueillir des manifestations uniques, d'ampleur, et que l'on fasse grandir dans le temps. Parce qu'on peut se tromper là aussi, mais le but est de bien sentir et d'accompagner les croissances. Prenez le festival sur l'intelligence artificielle, 10 000 participants la première année, un axe B2B, puis un axe B2C, c'est-à-dire consommateurs et particuliers pour une troisième journée. La deuxième année, c'est-à-dire l'année dernière, c'était 15 000 participants. Et on voit que ce congrès est en train de prendre. Et tout ceci rejaillit très positivement sur l'ensemble de l'économie. C'est une activité en soi, mais toujours avoir en tête la façon dont nous l'organisons. Et il y a aussi cette manière aussi d'intégrer justement les Cannois, les habitants aussi à ces manifestations-là, qui sont parfois aussi trop B2B à leurs yeux. Totalement. Et du coup, l'objectif, c'est de les intégrer aussi de plus en plus à ces manifestations, j'imagine. Les intégrer et puis faire en sorte qu'on conçoive tous le caractère très durable de ce qui est opéré. Il y a beaucoup de débats, et c'est logique, sur le surtourisme, sur la pollution qu'engendre les déplacements. Lorsque vous accueillez le monde entier pour un congrès, ce sont des gens qui viennent d'Australie, ce sont des gens qui viennent d'Asie, d'Amérique. Donc il y a un acte de pollution par l'empreinte carbone qui est réalisée. Eh bien, typiquement, le but est de montrer que lorsque l'on va à Cannes, il y a beaucoup de sens. Et c'est pour ça d'ailleurs que le Palais des Festivals et des Congrès est devenu une société à mission, accueillir durablement le monde. Et ça prend la forme d'une ville qui se restructure totalement autour d'enjeux de développement durable. Lorsque l'on utilise par exemple les calories de la Méditerranée pour faire en sorte que d'ici 2026, la Croisette soit à la fois chauffée, enfin les établissements de la Croisette soient chauffés et air conditionnés grâce aux ressources naturelles, évidemment reproductibles de la baie, je crois qu'on va dans le bon sens. Il y a un immense boulot de défis climatiques à relever qui est opéré par la ville et qui contribue à la réputation de Cannes. De la même façon, lorsque vous accueillez des événements majeurs internationaux, il s'agit aussi de se dire comment on peut avoir une juste jauge. Eh bien, le Covid, plutôt que de nous rendre très défensifs, nous a rendus encore plus offensifs. Je m'explique. Le Palais des Festivals et des Congrès a fait l'objet d'une vraie numérisation avec des studios numériques, comme ici à la Bastide Rouge, avec des infrastructures majeures, mais qui nous permettent justement d'offrir des studios aux clients des congrès qui permettent d'élargir et d'augmenter leur jauge de façon considérable. Donc vous prenez un MIPIM par exemple, qui accueille jusqu'à 25 000 congressistes en mars, qui est considérable, mais ils augmentent leur pouvoir de rayonnement grâce à l'hybridation, grâce à la numérisation. Donc il n'y a pas de cannibalisation par le numérique et par l'investissement, par la technologie, il y a au contraire une augmentation de la jauge. Et lorsque l'on vient à Cannes, on doit trouver
En termes de business, en termes d'accueil, d'infrastructure bien évidemment, tout ce qui justifie le fait de s'être déplacé. Et je crois que nous partageons avec les socioprofessionnels une véritable vision de ce que nous devons être. Et quand je dis nous, ce n'est pas simplement la municipalité, c'est tous les acteurs. Parce qu'il y a une chose qui est importante et elle est véritablement à bien comprendre. Prenez la bande littorale qui s'étend du Palm Beach jusqu'au Square Mistral, à peu près 3 km juste après le Vieux-Port. Eh bien, si l'on fait la somme en 5 années des investissements privés et publics, notamment en termes de requalification de l'offre hôtelière, de restructuration des réseaux, ces investissements entrepris, on dépasse 1,5 milliard €. C'est unique en Europe sur 3 km. Et s'il y a autant d'investissements, cela désigne la foi que nous-mêmes, mais évidemment tous les professionnels, ont dans le futur. C'est ça qui est en jeu. Cannes est une ville pérenne, entre guillemets. Nous faisons en sorte qu'elle le soit avec une stratégie 12 mois sur 12 pour que l'activité soit la plus lissée possible et la prospérité soit au rendez-vous. Et l'innovation au rendez-vous également. C'est la condition sine qua non. Merci beaucoup Thomas pour toutes ces informations. Merci chers téléspectateurs de nous avoir suivis. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un nouvel invité. Merci beaucoup Thomas. Merci Brice.